D'accord. Donc, ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. Désolée pour ceux qui sont dans la salle. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite du coup. Excusez-nous pour les soucis technologiques. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est réussir son développement à l'international, les clés juridiques et fiscales. On va commencer par une présentation de nos témoins. Ils vont nous parler de leur business model et comment le droit et la fiscalité ont influencé leur projet. Et après, on échangera sur les premiers pas à l'international, comment anticiper sa croissance, une petite conclusion avec les éléments qu'il faut que vous ayez en tête quand vous êtes à l'international et un petit teaser sur un atelier du 23 novembre. Et donc, on va commencer par la présentation de nos témoins. Là, ils veulent bouger. Voilà. Donc, on a autour de nous Kevin et Mickaël. J'ai beaucoup l'honneur de venir témoigner. Donc, Kevin, est-ce que tu peux te présenter Oui. dire qui tu es et ce que tu fais? Bien du coup en vidéo là? Ouais. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous, Kevin Goujon, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Bonjour. Donc, Ngo, on est une marque de basket équitable, solidaire et éco-responsable. On s'est créé il y a 6 ans à Nantes. On est une équipe maintenant de 10 personnes. Et donc nous, on produit avec des artisans au Vietnam, ou plutôt des artisanes, une 50aine de femmes dans une démarche équitable. Donc on a tout de suite été sur de l'importation, donc Incoterm, douane et compagnie dont on pourra parler tout à l'heure. Et on a eu l'idée via nos voyages, et mon associé a longtemps vécu au Vietnam. Et donc de ce fait, on a voulu très rapidement aller à l'international, à l'export. Et donc dès 2019, au bout de 2 ans d'activité, on a commencé à exporter dans d'autres pays, d'abord l'Union européenne et maintenant hors de l'Union européenne. Et donc, c'est de tout ça que va parler pendant 1h30, sachant que nous, notre mode de distribution, c'est via des distributeurs, donc des intermédiaires qui achètent nos baskets, nos chaussures, pour les revendre à des magasins et sur Internet. Voilà. Super, merci. Mickaël? Bonjour à tous, moi c'est Mickaël Carfan. Du coup, je suis fondateur de Jimeo. On est une société qui est spécialisée dans le numérique et le pneumatique. On accompagne les acteurs du pneu. Alors, en fait, on connecte entre eux les professionnels de l'automobile et les particuliers. Et le but, c'est de leur faire avoir de la croissance. Les principaux services qu'on a, c'est des comparateurs de prix de pneus. En France, on a un comparateur qui s'appelle Quel Pneu et on a décliné après ce site-là dans à peu près 27 pays. Donc voilà, toujours le même principe, on compare pour des particuliers qui viennent mettre les références de leurs pneus et on leur donne les prix des acteurs locaux. On a un deuxième service qui est lié plus au montage de pneus. On met en relation des e-commerçants avec des garagistes. Là, c'est quand vous voulez acheter vos pneus sur Internet, en général, vous avez envie d'avoir un point de livraison et de montage comme quand vous achetez sur un site e-commerce et que vous voulez vous faire livrer en point relais. Et ben nous, en fait, on a créé des réseaux un petit peu de montage comme ça dans différents pays et on les fournit aux e-commerçants pour que leurs clients puissent faire choisir un garage près de chez eux pour faire le montage des pneus qu'ils ont achetés sur Internet. On est une équipe de 10 personnes, voilà, avec des métiers principalement autour soit de la partie développement ou soit plus du marketing commerce. Merci Mickaël. Est-ce que vous voulez tous les deux nous présenter un petit peu vos business models, ce qui était peut-être votre projet de base quand vous avez lancé le projet et peut-être que ce qui a bien marché, moins bien marché et les façons dont vous avez pu éventuellement faire évoluer votre modèle par rapport au premier retour de vos expériences sur le terrain. Donc pour Ngo, on a d'abord été en B2C via notre site internet et très vite on a souhaité aller en magasin. Donc là on a démarché via nous-mêmes au début, puis des agents commerciaux ensuite, des magasins, d'abord sur le territoire français. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, très vite on a voulu aller sur l'international et là s'offrait à nous différentes manières de faire, soit via nos commerciaux en interne, qu'on n'avait pas au début, et maintenant on a une équipe de 3 personnes sur la partie commerciale, soit via des agents commerciaux donc, qui prennent une commission à la vente. L'avantage, c'est que c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, mais vous avez quelqu'un qui va être multimarque, donc qui ne va pas louer tout le temps à votre entreprise et votre marque. Ou alors des distributeurs, donc là, ils ont carrément l'exclusivité sur un territoire. Aujourd'hui, on en a 2.
la zone germanophone avec Allemagne, Autriche, Suisse, et un deuxième au Chili. Et donc là, ils achètent depuis le Vietnam des conteneurs qui distribuent avec l'exclusivité à la fois en B2C et en B2B. Donc là, on les accompagne sur toute la stratégie à mettre en place sur leur pays, avec leur connaissance du pays et la culture de ce pays-là, sur les réseaux sociaux, sur le B2C et également sur la stratégie de magasin. Donc ça, on a commencé cette distribution en 2019 et en ce moment, on est en cours de levée de fonds pour justement intensifier à l'international. Et on a l'Australie, Israël, États-Unis ciblés sur le hors Europe et le Benelux sur la zone Europe. Donc là, typiquement, le Benelux, on va le traiter via des commerciaux en interne, avec probablement des recrutements de VIE sur zone dans ces pays-là. Alors que Australie, Israël, États-Unis, là, on va rechercher le bon interlocuteur, le bon distributeur qui va nous aider à nous représenter au mieux sur le territoire en question. Dans ce que tu as présenté, alors moi, il y a quelques petits éléments qui me parlent et qui m'interrogent. Quand on a échangé, tu nous as dit qu'il y avait un sujet avec les agents, notamment l'histoire d'indemnité à verser en cas de rupture. Oui, tout à fait. Alors, que ce soit avec les agents commerciaux ou les distributeurs, on a des contrats avec eux, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'international. Comme tout contrat, des fois, on ne pense pas toujours à la fin. Et c'est quand la fin arrive qu'on se pose la question. Et en effet, que les agents commerciaux, en tout cas dans la mode, il y a un usage qui veut que lorsque vous souhaitez interrompre le contrat, vous devez à l'agent commercial 2 ans de commission. Donc, typiquement, si l'agent a fait 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, nous, on lui a versé une commission de 10 000 €, puisque c'est 10% la moyenne dans le secteur. Donc, on lui doit 20 000 € pour mettre fin au contrat. Sous-entendu, c'est l'effort qu'il a donné et le fait qu'on récupère des clients derrière, c'est un peu l'indemnité de rupture. Si par contre c'est lui qui arrête, là on ne lui doit rien. Mais nous on a dû le faire dans le passé par choix de vouloir changer d'agents commerciaux et donc on a dû verser cette indemnité. De la même manière, les distributeurs, là c'est des contrats beaucoup plus lourds puisque vu qu'ils ont l'exclusivité, on va fixer, déjà c'est régi dans le temps, hein, ça peut être sur 2 ans, 3 ans. Nous, en l'occurrence, c'est 5 ans en Allemagne. Et sur les 5 ans, on vient mettre un minimum de chiffre d'affaires à atteindre, minimum qui augmente d'année en année et qui vient justifier l'exclusivité. S'ils n'atteignent pas ces minimums-là, on a en droit d'arrêter le contrat. Si par contre, ils les atteignent, là, le contrat perdure et il est compliqué, pour des raisons commerciales ou autres, de mettre fin à ce contrat-là. Donc là, en l'occurrence, tout le monde sait qu'on est engagé jusqu'à 2024 avec notre interlocuteur. Ce qui des fois est dur de se projeter sur 5 ans avec la même personne qui a quand même une exclusivité sur un territoire entier, c'est pas rien. Mais voilà, c'est toutes ces petites lignes des contrats qui fait que on peut réussir ou non. En l'occurrence, on aura le temps d'y revenir. Nous, on a fait quelques erreurs et qui se justifient notamment par le fait que par le pouvoir le rapport de force, hein, tout simplement. 2019, on a 2 ans d'activité, on a un interlocuteur qui vient, qui nous propose un gros contrat. Le pouvoir est dans son camp et ça nous fait faire des erreurs. Et aujourd'hui, le pouvoir est réinversé ou équilibré, mais trop tard, le contrat il est fait et les erreurs sont faites. Et il y a un autre élément que tu as évoqué qui a une influence sur ton BP, c'est, et là, ça va être un peu plus fiscalo et plutôt même douanier, c'est le choix de l'Incoterm. Oui, totalement. Donc nous, aujourd'hui, on importe des chaussures, des baskets et des sacs à dos. Donc évidemment, Incoterm différent. Mais si je prends l'exemple de la basket, en fonction, si c'est une basket en toile, en cuir, etc., donc vraiment les matières premières même de la basket, l'Incoterm va être différent. Pardon, pas l'Incoterm, là je parle du code douanier. Pardon, la nomenclature douanière va être différente. Et de cette nomenclature douanière va entraîner le taux douanier au moment de l'importation. Et ce que je ne savais pas, c'est on avance donc dans le code à 8 chiffres, et même jusqu'aux 2 derniers, ça avait un impact quand même significatif sur notre taux douanier. Et on ne s'est pas fait conseiller là-dessus. On a regardé nous-mêmes la nomenclature avec, voilà, mais en fait, ça reste quand même assez précis, en tout cas dans notre secteur. Et c'est passé jusqu'à un moment où la douane a fait un contrôle et a dit non, c'est pas le bon code que vous utilisez, vous devez utiliser celui-ci. Donc là, vous faites redresser forcément sur déjà ce que vous devez normalement, plus les pénalités et le coût du contrôle. Donc là, c'est de notre faute. On ne s'était pas fait assez bien conseiller
au départ. Et donc, en effet, il y a quand même de gros enjeux sur ce code douanier. Et après, sur l'Incoterm, nous, on est en Ex-Works avec tout le monde, que ce soit pour nous ou nos distributeurs. Donc là, pour nos importations, on prend le risque depuis le départ de notre fournisseur jusqu'à notre entrepôt qui est basé à côté de Nantes. Voilà. Donc en effet, la nomenclature douanière, c'est pas simple. C'est très détaillé. Et nous, dans la chaussure, ça joue à des détails de matière où quand vous avez en plus des multimatières, quelle est la matière principale? Et il y a des enjeux de 0 à 11%. Et c'est un peu l'enjeu, c'est 0% de taux douanier à 11%. Bon, forcément, on a plutôt envie d'être dans le zéro. mais ça, il faut que la douane soit d'accord avec nous. Donc voilà, c'est des petits. On se fait accompagner depuis maintenant par des sociétés d'import-export, mais au début, ce n'était pas le cas. Et alors, peut-être juste avant qu'on passe la parole à Michael, juste sur l'Incoterm, ce que je pensais que tu nous avais dit qui était assez intéressant, c'est que, en fait, comme vous êtes export, aujourd'hui, avec vos clients, l'augmentation du coût du transport, finalement, vous ne l'avez pas supporté. Alors, si vous aviez choisi un autre Incoterm, ça aurait pu influencer complètement l'économie du contrat. Sur nos conteneurs à nous, on fait venir à peu près pour nous 3-4 conteneurs par an. On est en export, donc là, pour le coup, on s'est pris la hausse des coûts maritimes ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de $2 000 un conteneur à $15 000-18 000 l'année dernière. Donc l'impact était énormissime sur nos produits. Donc ça, nos conteneurs, on a été impactés. Par contre, vu qu'on a aussi de l'Ex-Works sur les contrats qui partent au Chili et en Allemagne, donc chez nos 2 distributeurs qui ont l'exclusivité, là, pour le coup, c'est eux qui ont eu l'impact sur leur marge et pas nous. Donc, on était contents dans le contrat, on n'a pas fait que des erreurs, on a fait aussi des bonnes choses. Et là, en l'occurrence, on a bien fait de rester en Ex-Works, puisque c'est eux qui ont eu la hausse du transport. Alors, ça donne sujet à la relation commerciale derrière. Hein. La marge des distributeurs est moindre, donc il s'en plaint. Et au final, il va chercher à grappiller ou à négocier autre part. Mais toujours est-il que nous, on était dans notre droit et ce n'était pas à nous de subir sur cette partie de notre activité la hausse du transport, sachant qu'on l'avait déjà sur nos propres conteneurs à nous pour la France. Et juste, Kevin, est-ce que tu considères que le choix de l'Incoterm Ex-Works, ça peut être un frein vis-à-vis de certains distributeurs? Donc, pour ceux avec qui tu as négocié, c'est acté. Mais est-ce que par ailleurs, tu as eu d'autres demandes, par exemple, d'avoir des Incoterms où tu devais en tout cas t'occuper des formalités export ou est-ce que tu as ressenti une demande de certains de tes interlocuteurs pour partir sur un DAP, par exemple, quelque chose où tu prends un peu plus de risques et un peu plus de la chaîne logistique en main? En effet, l'Ex-Works, c'est bien pour nous à la vente, puisque non seulement on ne gère pas la partie assurance, s'il y a quoi que ce soit à partir du moment où en mer ou autre, ce n'est pas notre responsabilité. On ne subit pas les hausses du transport et on ne s'occupe pas, et ça prend du temps, de toutes les formalités douanières et autres. Donc c'est dans notre intérêt, donc forcément dans un contrat, ça peut jouer. Jusqu'à maintenant, on ne nous a jamais négocié là-dessus. Ça a toujours été OK pour nos distributeurs de partir sur l'Ex-Works. Par contre, là, on est en cours de prospection pour les États-Unis. Et là, en l'occurrence, les États-Unis ont leurs propres règles. C'est un marché énorme, ils le savent, donc le rapport de force est dans leur camp. Et notre commercial en ce moment est à Los Angeles. Et les premiers retours qu'on a, en effet, c'est que l'Ex-Works, ce n'est pas accepté par les distributeurs aux États-Unis. Si on veut aller aux États-Unis, eux, ils demandent du DDP la plupart du temps. Donc là, en l'occurrence, il faut que nous, on paye le transport, qu'on se charge de la responsabilité de l'assurance pendant le transport et parfois même jusqu'aux formalités douanières. Et moi, est le plus embêtant parce qu'on connaît les États-Unis en termes de formalités, c'est pas simple. Donc, c'est quand même beaucoup de temps et d'informations à percevoir pour pas faire d'erreur. Donc, ça fait partie de la négociation avant de signer un contrat. Mais là, pour les États-Unis, a priori, c'est plus dur de venir négocier de l'Ex-Works. Merci beaucoup. Merci, Kevin. On va passer à Jimeo, votre business model qui est assez différent parce que là, on a avec Ngo Shoes, on est sur une société de négoce, à la vente. Avec Jimeo, vous êtes une entreprise du numérique.
vous proposez différents services. Je peux peut-être le rappeler et réexpliquer quels sont les services que tu proposes à tes clients. Et quelque part, comment tu valorises ces services et comment tu estimes ou évalues le business model que vous avez développé à l'international. Déjà, est-ce que pour toi, c'était le bon, c'est le seul, ou est-ce que tu as peut-être l'idée de le faire évoluer à l'avenir? On a toujours l'idée de faire évoluer vers plein de choses différentes. Euh, si on fonctionne par service, nous, on a donc un premier lot de services qui concerne nos comparateurs de prix. Sur cette partie, la partie comparateur de prix, il y a deux choses sur l'international. La première, c'est que quand un comparateur est à l'international, du coup, le service qu'on fournit est à destination des personnes de ce pays-là. Donc, on est présent dans à peu près toute l'Europe de l'Ouest, un peu d'Europe de l'Est, un peu d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. On a fait des essais aussi en Asie. Donc ça veut dire que concrètement, pour lancer un service, nous, on a besoin, que notre service soit disponible dans la langue de l'utilisateur. Donc là, c'est tout un travail d'adaptation et de traduction. Et ensuite, on a besoin d'avoir des clients locaux, puisqu'à chaque fois, les résultats qu'on montre, si je suis en Allemagne, je vais montrer des résultats pour les Allemands, pour des sociétés donc du coup qui vendent en Allemagne, hein, des e-commerçants, des centres auto. Voilà, donc j'ai besoin à la fois d'avoir les clients et à la fois d'avoir les utilisateurs. Toutes nos ouvertures, nous, on a commencé sur la partie comparateur de prix. On a d'abord fait la France et après, par facilité, le francophone. Et ensuite, les ouvertures, on les a fait parce qu'on maîtrisait les langues. On a eu pas mal de salariés ou de stages, de contrats, ou de freelance. Ils étaient étrangers pour la plupart. On recrute très souvent des profils soit étrangers, soit des profils de master type LEA ou des choses comme ça. Donc on a ouvert tous ces pays-là, mais la difficulté, on va dire, est moins grande parce que voilà, on a juste finalement à ouvrir le pays, à trouver des clients, et souvent on a des acteurs qui sont par exemple européens. Donc nos clients vont nous faire la demande en nous disant bah voilà, on travaille ensemble en France, on aimerait qu'il se passe la même chose dans tel pays, tel pays. Donc en fait, on a un peu des consignes parfois d'ouverture avec des préconisations en disant ah, ce serait bien si vous pouviez vous développer ici. Donc on a commencé comme ça, on va dire qu'entre à peu près 2012 et 2015, on a ouvert pas mal de pays parce que soit on avait les compétences linguistiques, soit on avait déjà les clients. Ça, c'est sur la partie comparateur. Et sur le business model sur ces comparateurs, en fait, donc c'est gratuit hein, pour les utilisateurs qui sont principalement des particuliers. C'est les e-commerçants qui nous rémunèrent. Donc ils nous rémunèrent soit à chaque fois qu'on envoie du trafic chez eux avec un modèle qu'on appelle OCPC. Donc à chaque fois qu'il y a un clic qui est fait sur un no-lien et qu'amène chez les commerçants, on va toucher quelques centimes. Soit c'est un modèle qu'on appelle au CPA, où là, en fait, c'est les ventes qui vont être générées, qu'on va être capable de traquer. Et là, on va prendre une commission sur les ventes générées. Donc ça, c'est le modèle principal des comparateurs. On a un autre modèle sur le comparateur qui est tout ce qui est mis en avant. Donc là, qui n'est pas forcément un vendeur. On peut avoir, par exemple, Michelin qui va venir nous voir et qui va nous dire, bah, je veux de la visibilité sur le comparateur pendant un mois, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc là, on va lui vendre en fait des encarts publicitaires. On va être rémunéré pour ces mises en avant. Et sur les comparateurs, on a un dernier volet, on fait aussi un peu de pricing, c'est-à-dire qu'on a des sociétés en fait qui ont besoin de se positionner sur le marché, hein, à la hausse comme à la baisse, et de se comparer aux autres. Donc on est capable, nous, de monitorer finalement en temps réel quasiment le prix du pneu en Europe. On a plus d'1 milliard d'historique de prix de pneus, donc on est capable sur chaque produit de les positionner en leur disant, bah voilà, on identifie tant d'e-commerçants qui vendent ce pneu avec un prix moyen à temps, un prix minimum à temps, et on peut les aider à se positionner. Donc ça, c'est la partie comparateur. Et sur la partie centre de montage dont je parlais, là, c'est un peu différent parce que nos clients sont toujours les e-commerçants. C'est-à-dire qu'on fournit un service pour le garage gratuit. En fait, on va approcher des garages, on va leur dire si vous venez chez nous, vous vous inscrivez sur notre système et on va vous diffuser chez plusieurs vendeurs en ligne. Et l'intérêt pour vous en tant que garage, c'est que vous allez faire de l'entrée atelier. Vous allez avoir des clients qui vont arriver, certes avec un pneu qui est déjà acheté, mais vous allez pouvoir faire une prestation de montage. Donc, c'est un client qui arrive, il y aura en plus de la prestation de montage, bah voilà, il y aurait peut-être la quête de frein à changer, ou bref, il y a une notion de fidélité derrière. Donc il y a pas mal de garages qui sont déjà un peu familiers avec ça, mais aujourd'hui, quand ils voulaient recevoir des clients qui viennent d'Internet, pour lesquels ils n'ont pas vendu les pneus, ils devaient eux-mêmes s'inscrire en fait sur les sites un par un. Donc c'est chronophage pour eux, les interfaces sont pas les mêmes, dès qu'il y a une mise à jour à faire, il faut se connecter partout, etc. Et donc nous, d'un point de vue garage, ce qu'on leur offre, c'est une unicité, c'est une connexion et qui leur offre de la visibilité sur plusieurs sites d'un coup. Et c'est les e-commerçants du coup qui vont payer ce service parce que eux, ils vont avoir accès à un réseau qui est clé en main. Ils n'ont pas besoin de faire de mise à jour parce que nous on se charge des mises à jour. Ils n'ont pas besoin de faire d'acquisition. Alors sachant qu'un réseau en plus ça vit beaucoup, hein, c'est-à-dire que
En France, on travaille avec plus de 4300 garages. Alors, on a très régulièrement des fermetures des garages, bien sûr d'ouverture, des gens qui sont en arrêt maladie, des tarifs qui changent, des périodes de congés, etc. Donc, il y a un gros travail de mise à jour. Et ce qu'on offre du coup à ces e-commerçants, c'est de proposer à leurs clients, avec un travail minimum, finalement, ce réseau pour pouvoir faire les livraisons. Et donc, cette partie-là, c'est un peu plus compliqué d'ouvrir à l'international, parce qu'autant un comparateur, on a juste à avoir quelques clients e-commerçants et après, on traduit le site. Et puis, voilà. Donc, ensuite, c'est du travail de marketing, mais finalement, d'une langue à une autre, ça se maîtrise plutôt bien. Autant la partie garage, là, on a un vrai travail. Alors, on ne se déplace pas, nous, on fait tout à distance. Mais par contre, sur la partie garage, on passe nos journées au téléphone, hein, concrètement. Donc là, on peut pas se permettre de. C'est pas une traduction où on fait appel à quelqu'un pendant une journée ou deux. C'est vraiment, on a besoin de maîtriser la langue pour pouvoir en permanence faire de l'acquisition et de la mise à jour de notre base de données. Donc, le travail est un peu différent. Et par contre, on a procédé de la même manière. Les services, ils ont été ouverts parce qu'en fait, on a des demandes des clients. Nos clients, ils peuvent être français ou étrangers. Nos services français, j'ai des clients internationaux. On doit faire plus de 50% de notre CA à l'international, du coup, dans pas mal de pays. Et voilà, donc on va avoir un client qui va arriver, qui va par exemple utiliser notre base de garage en France, qui peut être un client allemand ou espagnol. Il va l'utiliser pour la France et puis il va nous dire ça marche super bien, est-ce que vous faites la même chose parce qu'on veut se développer dans tel ou tel pays. Et c'est comme ça qu'on arrive à grossir sur notre présence géographique, parce que en général, les marchands avec lesquels on travaille sont présents à l'international et au fur et à mesure qu'ils bossent avec nous, veulent couvrir tous les pays sur lesquels ils sont. Voilà. Et sur ce service-là, on a ouvert. L'année dernière, on a fait le Danemark, l'Italie, on est ouvert dans les pays du Benelux, en France, en Espagne. Et cette année, on est sur l'Allemagne. Enfin, on est déjà présent en Allemagne, mais on va grossir en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ça demande plus de travail. Et le business model là-dessus, alors on en a différents en fonction des acteurs, mais on va dire que c'est plutôt un droit de location de notre base. Finalement, ils ont un droit d'accès sur cette base-là pour la mettre à disposition, avec des modèles qui peuvent un peu varier. Des fois, il y a un petit peu de performance associée où on les sollicite. C'est à la livraison finalement qu'il va y avoir un paiement. Et ouais. Donc ça, c'est les principaux. Et je donne juste j'ai une minute où c'est. Oui, là, encore un peu de temps. Sur la partie manufacturier, on travaille peu avec les manufacturiers, mais on a d'autres services qui se mettent en place là qui concernent plus des manufacturiers. Et là encore, l'international est très présent parce que les manufacturiers, alors, beaucoup d'asiatiques, on a beaucoup de manufacturiers en Chine, mais on est en train de construire ce qu'on pense être la plus grosse base de données du pneumatique. On agrège toutes les informations de toutes les sources qu'on peut trouver pour avoir tous les détails techniques sur les pneus, des résultats de tests, des avis de consommateurs, des images, etc. Donc il y a un énorme travail aussi bien technique que manuel parce que les infos sont très très dures à trouver. Et le but après, c'est d'être capable de fluidifier complètement l'échange de la donnée autour du pneu, que je sois un manufacturier ou un e-commerçant ou un centre auto ou n'importe. En fait, si je veux de la donnée sur le pneu, qu'on soit capable de leur fournir quelque chose qui est uniforme. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué à trouver. C'est un gros challenge, et pour le manufacturier pour pouvoir contrôler son image, et pour le commerçant qui veut être capable de donner une description d'un produit. Voilà, c'est un peu. C'est une question. Par rapport à tes prestations, tu as surtout évoqué l'aspect comparateur, mise en avant, les centres de montage. L'aspect statistique de vente, c'est quelque chose que tu veux pas mettre en avant ou c'est quelque chose que tu considères comme étant accessoire aux autres services? C'est pas qu'on veut pas les mettre en avant, c'est que c'est en général plus compliqué à valoriser. Parce qu'on peut avoir des acteurs qui vont nous dire voilà ma liste au Père Noël, c'est vraiment comme ça qu'on nous formule des fois les mails. On m'envoie ça, c'est ma liste au Père Noël, on me demande ce qu'ils veulent par exemple pour du pricing, et quand on leur dit on sait tout faire, en fait on se rend compte que c'est compliqué d'avoir le bon acteur pour avoir le bon budget, etc. Parce que je vais peut-être avoir une demande qui vient du marketing et finalement c'est pas le même département que le pricing, ou des fois c'est rattaché à la DG. Donc en fait on sent que les acteurs ont des besoins de données, mais le problème de la donnée c'est qu'ils veulent la donnée mais ils savent pas tellement quoi en faire ni comment l'utiliser. Donc en fait il y a des manques de maturité, comme on le voit dans le numérique tout le temps, hein. Les gens veulent toujours installer des solutions de web analyse et récupérer tout un tas de données, mais la plupart ne savent pas les utiliser. Et du coup, ils sont oui, j'ai besoin d'avoir le taux de rebond de data. Oui, mais t'en fais rien. Donc en fait, c'est hyper bien d'avoir de la donnée, mais si on ne sait pas utiliser une donnée de base, du coup, c'est compliqué. Donc nous, c'est pas qu'on ne met pas ces offres en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas matures sur l'utilisation de la donnée. Donc ils ont envie d'avoir de la donnée, mais ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent en faire. Donc voilà. Après, on est capable de faire pas mal de choses avec ce que je disais, tout l'historique, toute l'info sur le pneu.
On a fait, il n'y a pas très longtemps, on avait été interrogé par Que Choisir qui nous avait demandé un petit peu l'évolution par rapport à l'inflation. En fait, ils voulaient avoir des notions d'inflation sur le pneu. Ils nous ont demandé si on avait de la donnée. On leur a dit, en fait, on a tout. Donc, je leur ai donné un tableau. Je leur ai dit, on peut prendre 10 dimensions pour les 3 véhicules les plus vendus en France avec l'évolution du prix sur les 5 dernières années en fonction de si le pneu est un pneu premium ou premier prix ou de gamme intermédiaire. Et ça, c'est des choses, nous, on est capable de le sortir facilement. Et à l'époque, le journaliste m'avait dit, c'est génial, c'est de l'or pour les journalistes que vous avez là. Bon. Ouais, il y a beaucoup de données, mais après, voilà, c'est plus, je pense, plus un problème de maturité aussi des acteurs de savoir de quelles données ils ont besoin et quoi en faire. Alors moi, j'avais plus peut-être un commentaire plus qu'une question. Tu nous as dit que ce que tu vendais, c'était des services. Et finalement, on peut presque se demander, parce que derrière, il y a une base de données, si finalement ce que tu vends, c'est un accès à une base de données, mais est-ce qu'on est sur du service ou est-ce qu'on est sur une licence? Et ça, au niveau international, ça va avoir des enjeux, puisque en fonction de ce que vous vendez à vos clients, tout ce qui va être matériel, on va pouvoir avoir potentiellement des retenues à la source qui vont être applicables sur les montants facturés. Donc, si vous négociez avec votre client, vous allez lui rendre une prestation de service d'une valeur de 100 et que l'administration vous dit c'est pas une prestation de service, on est sur quelque chose de technique, on est plus sur une redevance. Et moi, dans ma loi locale, sur les paiements faits à l'étranger de redevances, j'ai le droit de faire une retenue à la source de 15%. Eh bien, finalement, ce que vous allez bien facturer 100 à votre client, mais vous allez récupérer que 85. On va pouvoir éliminer les sujets de double imposition, ça va vous créer en France potentiellement, mais c'est un élément qui est assez important à prendre en compte. Et la qualification vraiment de ce que vous vendez, ça fait partie des éléments où on n'y pense pas forcément, mais qui peuvent avoir des conséquences. Ça peut aussi avoir des conséquences sympathiques, puisque en France et dans certains autres pays, quand vous vendez des licences de logiciels, vous pouvez avoir droit à des taux d'imposition qui sont réduits. Mais voilà, c'est des choses qui s'anticipent et du coup, c'était intéressant parce que quand on a posé la question, Mickaël nous dit non, je vends une prestation de service, je suis pas sûre en fait. Qu'est-ce que je vends finalement? Un accès à base de données. D'ailleurs, tu as vu qu'il a changé c'est pas tout à fait l'approche depuis vendredi dernier. Mais on est sur une vente d'un accès à une base de données maintenant. Mais du coup, ça reste toujours la question de la qualification et c'est quelque chose d'hyper important. On a parlé de la nomenclature douanière. Alors, on ne va pas dire que c'est l'équivalent de la nomenclature douanière, parce que ça serait techniquement faux, mais dans l'idée, c'est de dire qu'il faut savoir ce que vous vendez, puisque en fonction de ce que vous vendez ou de ce que vous achetez, vous pouvez avoir des obligations fiscales qui vont varier. Et je parle les achats, parce que si vous achetez une licence à une société qui est à l'étranger, potentiellement, vous avez l'obligation de faire une retenue à la source sur le montant que vous lui payez, ou de lui demander des documents pour pouvoir être exonéré de ce paiement-là. Donc voilà, c'est vraiment important de creuser le point en détail et de bien pouvoir qualifier les choses pour être sûr que vous ne prenez pas un raccourci dans la manière dont vous faites les choses. Voilà. Mais donc, on reviendra vers vous un jour peut-être avec la réponse à est-ce une licence ou un service. C'est tout pour moi. Maintenant que la PRDP nous ont présenté leur business model, d'un point de vue essentiellement business, on a vu que ça pouvait éventuellement poser des problématiques juridiques ou fiscales. On va aborder voilà, un petit peu le cœur de notre intervention. C'est effectivement quelles sont les clés juridiques et fiscales des premiers pas à l'international, avec un deuxième chapitre sur, voilà, maintenant on a une pratique internationale assez régulière et on envisage carrément de s'implanter à l'étranger. Donc, premier aspect, nos premiers pas internationaux, voilà, on va vendre et acheter international. Juste peut-être avant qu'on démarre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on ne les adressera pas forcément directement, surtout si elles arrivent par le canal digital parce qu'on ne les voit pas forcément très bien. Mais voilà, n'hésitez pas, on peut interagir. Après, si c'est des questions, vous dites, bon, c'est un complément d'information que j'aimerais voir ou c'est un point qui n'a pas été abordé et que ce n'est pas en lien direct, notez-vous-le et puis on en parle à la fin. On a un temps d'échange qui est prévu. Donc le premier point, ça peut paraître basique,
Mais en fait, quand on va à l'international, généralement, on a un entrepreneur, on se dit, bon, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il n'y a pas de marché? Et on va voir si notre produit il y a une appétence du marché. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que le produit peut être intéressant pour le marché, pour autant, vous pouvez avoir des contraintes réglementaires pour entrer sur ce marché-là. Si on prend par exemple des chaussures, je suppose que pour pouvoir commercialiser des chaussures sur le marché européen, il y a un certain nombre de normes à remplir et que tu ne peux pas importer n'importe quoi sur le marché européen. Il y a des pays dans lesquels vous ne pouvez pas aller faire du business si vous n'avez pas une filiale en local. Par exemple, au Brésil, vous ne pouvez pas faire du commerce au Brésil sans être implanté localement. Il y a des restrictions comme ça. Il y a des pays dans lesquels, alors je pense plus sur la partie digitale, en Chine, si vous faites la distribution de contenu digital, il vous faut une licence Internet Content Provider. Il vous faut une licence qui vous soit accordée par les autorités chinoises. Sinon, vous ne pouvez pas commercialiser là-bas. Donc, c'est bien d'avoir une bonne idée. J'ai envie de dire, c'est le début, c'est la base du business. Mais quand vous approchez le marché, il ne faut pas juste se poser la question de savoir s'il y a un marché, mais est-ce que vous pouvez y accéder, pas que au regard de la concurrence, mais au regard de la réglementation qui est applicable. Oui, tout à fait. Sachant qu'en fait, en réalité, la réglementation peut avoir un impact sur les caractéristiques de votre produit, mais peuvent aussi avoir un impact sur les canaux de distribution qui sont ouverts à votre produit. Typiquement, je sais que parmi les personnes connectées, il y a des étudiants que j'ai eus récemment. On a vu un cas pratique de quelqu'un qui avait une tisane qui la vend en Allemagne et en Autriche sous une appellation de tisane denrée alimentaire, pour faire simple et grosso modo sur les qualifications juridiques, et qui, en raison de la composition de cette tisane, ne peut pas la vendre en France parce que certaines plantes et herbes qui sont utilisées rentrent dans la pharmacopée française, et donc il ne peut pas la vendre, en tout cas dans des réseaux de grande distribution. Il est obligé, parce que c'est des plantes qui relèvent du monopole des pharmaciens, et à ce moment-là, il est obligé de limiter son canal de distribution à la pharmacie, à la parapharmacie. Donc en réalité, il y a un certain nombre d'illustrations de ces contraintes réglementaires qui peuvent carrément changer ou vous amener à adapter votre business model, parce que soit il va falloir adapter le produit au marché, aux contraintes réglementaires. Donc, par exemple, ça aurait pu être une recommandation de changer une ou deux plantes en essayant, mais ça oblige à faire des développements, voir si la tisane a toujours le même goût, voire modifier la façon dont on présente ce produit, hein, ou carrément se rapprocher des pharmaciens pour adopter le canal de distribution adapté en fonction de la réglementation du pays. Donc, cette analyse-là, effectivement, il ne faut pas la faire une fois que le produit est lancé, parce qu'à ce moment-là, vous mettez à risque vis-à-vis des autorités locales. En France, on a le fait de violer le monopole des pharmaciens, c'est sanctionnable par le Code de la santé publique. Donc voilà, ça c'est une analyse qu'on doit faire en amont. On l'a fait en amont, et ce qui est important, c'est de savoir avec qui on l'a fait. On l'a fait soit seul, mais avec ses petits moyens, et Kevin nous a dit, effectivement, c'est pas toujours une assurance d'avoir une information exhaustive. Soit on l'a fait avec des conseils, mais on sait que c'est des conseils qui généralement vont être payants, et donc ça c'est compliqué quand on veut juste tester le potentiel d'un marché. Soit on l'a fait avec les réseaux consulaires, avec les réseaux des chambres de commerce, en discutant avec ses pairs éventuellement, pour essayer de collecter un maximum d'infos, pour essayer d'identifier si effectivement il y a des contraintes et comment on peut les résoudre le plus facilement possible. Voilà. Ou sinon, en se disant, le marché n'est pas mature, le marché est trop compliqué, parce que contraintes réglementaires, je vais y revenir dans 5, 10 ans, et en gardant en tête de faire cette veille réglementaire régulièrement pour dire, voilà, j'ai un marché, que ce soit le marché chinois, le marché américain, qui m'intéresse, la réglementation a évolué, ça y est, je suis prêt à me lancer. Donc ça, c'est un premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, quand on veut vendre à l'international, c'est de savoir
si on a effectivement un certain nombre d'enjeux logistiques, des contraintes de risque, responsabilité produit, identifier ces risques et puis essayer de trouver la meilleure façon d'y répondre. Donc, on a évoqué tout à l'heure les incoterms. Effectivement, les incoterms, c'est une des techniques qui nous permet de gérer ce risque, savoir comment on répartit dans la chaîne de l'achat entre le fournisseur fabricant et l'acheteur, comment on répartit les risques du transport, les coûts douaniers, les risques effectivement de paiement des droits de douane, etc. Sauf que la petite subtilité de l'incoterm, c'est qu'il ne agit que, on va dire, l'étape de la livraison à mon client. Si j'ai un retour du produit parce qu'il est défectueux, parce que j'ai un souci sécuritaire avec ce produit, je dois rappeler des produits, qui prend en charge les coûts et notamment les coûts douaniers afférents au retour de ce produit. Ça, éventuellement, l'incoterm est une bonne réponse, mais elle ne répond pas à toutes les situations. Alors après, il y a donc effectivement, en plus, le choix de l'incoterm, il faut le faire en amont et pas à la fin de la discussion, parce que ça va avoir un vrai impact sur la définition de votre prix. Si vous avez tout négocié en ex-work, on a évoqué, et que en fin de discussion, et que vous avez défini votre prix ex-work, et que finalement, en fin de discussion, pour passer le contrat avec votre distributeur, vous lâchez un DAP ou un DDP, comme disait Kevin, là, vous avez votre grille tarifaire qui est complètement chamboulée. Et le risque derrière, c'est de vendre à perte. Alors, Kevin et Michael, on va vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire sur, d'une part, les deux aspects que j'ai abordés, l'étude du marché local, comment vous y êtes pris et est-ce que ça vous a apporté comme force ou faiblesse ou même comme choix de décision avant d'aller sur le marché? Et puis ensuite, ça c'est plus une question qui s'adresse à Kevin, le choix de l'incoterm, voilà. Comment vous y êtes pris? Est-ce que ça vous a incité à modifier votre politique de prix? Tous ces éléments. Voilà, je vous passe la parole. Alors, pour notre part, on travaille avec Team France Export, qui est lié à la CCI, anciennement Business France, qui nous aide sur toute la partie étude de marché et prospection. C'est-à-dire que, donc là, je vais prendre l'exemple quand, au centre de tout ça, on fait donc une étude de marché pour voir le potentiel économique de Ngo sur ce marché. Et dans un second temps, de définir si on peut y aller tout seul via nos commerciaux ou si on va plutôt se diriger vers les distributeurs. Si je reprends l'exemple des distributeurs, qui est ce qu'on privilégie à l'international, et c'est ce qui est souvent privilégié dans la mode, ou alors il faut créer une filiale, etc. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on a encore fait. Si derrière, on cherche un distributeur, on va rester avec Team France Export, qui va se mettre en lien avec leurs acteurs en région. Donc, typiquement, là, il y a Business France États-Unis qui a travaillé sur le dossier Ngo Shoes. Ils ont pris tout notre cahier des charges et sur les États-Unis, et là, principalement sur New York, Los Angeles, les villes principales, ils ont recherché des distributeurs dans la mode, spécialisés chaussures ou non, mais en tout cas qui pouvaient répondre à notre demande et qui pouvaient être un bon partenaire pour nous demain. Ils nous font un premier jet avec une trentaine de contacts, et on vient mettre un peu le niveau d'ordre de priorité et lesquels sont intéressants ou pas pour nous. On fait comme ça 2-3 allers-retours et ils vont aller jusqu'à nous mettre en relation avec la personne en question. Et à partir du moment où la relation est faite, là, ils sortent du dossier. C'est à nous de commencer à traiter avec le distributeur, de négocier, etc. Ces prestations-là, ce sont évidemment des prestations payantes, mais on a réussi, notamment ces dernières années, à les faire financer par les chèques relance export qu'on a eu pendant 2 ans, qu'il n'y a plus aujourd'hui, et par la région des Pays de la Loire qui finance beaucoup de choses en matière d'export. Donc on a réussi
ce genre de choses, on arrive à se faire financer 50% sous forme de subvention de ces frais-là. Donc, c'est quand même ultra intéressant, sans compter qu'il y a aussi la BPI qui vient financer sous forme d'assurance prospection export. Donc là, l'assurance prospection export, rapidement, c'est là sur les États-Unis, on se dit on veut y aller. On a chiffré sur 2 ans, ça va nous coûter tant. On a un potentiel de chiffre d'affaires de temps et ils nous allouent une enveloppe, 50% tout de suite, 50% dans 2 ans, pour anticiper tous les frais, toute la trésorerie que ça va nécessiter, pour ensuite aller chercher le chiffre d'affaires voulu. Si on l'atteint, ça devient un emprunt et on rembourse. Si on n'atteint pas le chiffre d'affaires, eh ben, on rembourse que 30% de la somme allouée. Donc finalement, c'est une partie merveilleuse pour la BPI. C'est en ça que ça s'appelle une assurance. C'est que eux, ils prennent un risque quand ils nous prêtent sur un marché en prospection. Donc voilà, on travaille beaucoup avec la BPI et Team France Export Business France, et également avec ICCI, ils sont basés à Nantes, et eux vont nous accompagner sur la feuille de route, donc vraiment la partie opérationnelle. Une fois qu'on a identifié un marché, très bien, mais comment on y va d'un point de vue communication, commercial, marketing, vraiment la feuille de route opérationnelle pour réussir sur ce marché-là. Donc voilà, on est pas mal accompagné, c'est avec tous ces acteurs-là qu'on traite. Ensuite, une fois qu'on a identifié un distributeur, là, c'est vraiment de la relation commerciale pure, où on va traiter des différents sujets, donc notamment l'Incoterm dont on a évoqué, où nous, on va évidemment pousser à l'export. Et je pense que là, en l'occurrence, les États-Unis, ça a plutôt poussé pour du DDP. Et on va là voir les différences entre les marchés, notamment sur le taux de marge. En Allemagne, on a un taux de marge qui est plus favorable qu'aux États-Unis, puisque vu que le distributeur va prendre à sa charge les frais logistiques, d'import-export, de douane, etc., il va avoir ses propres charges. Donc, il va vous dire, si vous travaillez avec moi, ça va être minimum 35 ou 40% de marge. D'un pays à l'autre, ça peut différer, ça peut aller de 35 à 45%. Donc, nous, il faut vraiment qu'on connaisse bien le marché avant d'aller en négociation, parce que si on n'arrive pas avec les bonnes connaissances du marché, très clairement, on part très mal. Là, sur l'Australie, typiquement, on n'avait pas assez fait ce travail-là, et ça aboutit à de longues négociations sur le prix, afin d'arriver à un prix qui nous convienne à nous en termes de marge, qui convienne au distributeur puisqu'il prend des risques, il veut quand même une certaine marge, et dans tout ça, d'avoir un prix qui corresponde à celui du marché, qu'on ne soit pas totalement hors de marché. Généralement, c'est des pays, l'Australie et les États-Unis, où nous, on peut vendre nos produits plus cher. En équivalent euro, on arrive à les vendre plus cher, parce que le pouvoir d'achat est différent. Donc, c'est une grosse négociation sur les prix, et donc une connaissance au préalable de ce qui se pratique et de ce qui est négociable ou non. Une connaissance on l'a évoqué tout à l'heure, sur les matières, c'est-à-dire que nous, à partir du moment où c'est un produit, on doit faire tout un tas de tests, notamment des tests chimiques, pour savoir si ça peut être importé dans le pays en question. On connaît les normes européennes puisqu'on importe depuis toujours en Union européenne, en France, mais quand on travaille avec l'Australie, avec les États-Unis, etc., c'est nous qui devons nous mettre en clair avec la loi, donc c'est-à-dire les tests sur les matières, solidité, chimique, etc., toutes les infos sur les étiquettes, donc tout ce qu'on va voir, les made in, par exemple, si je prends un exemple qui est français ou européen, vous voyez souvent sur les chaussures, il y a 3 pictogrammes avec, en fait, c'est la matière principale de la semelle, de la tige, et des 3 composants principaux de la chaussure. C'est des choses généralement qu'on a collées en dessous la semelle. Ça, nous, au tout départ, en notre première importation, donc là je parle de la France, on n'avait pas fait attention à ça. On a importé et la douane nous a dit vous n'avez pas ça. Donc il y a 2 solutions. C'est arrivé au port du Havre. C'est soit on détruit toute la marchandise, donc là autant dire que c'était la fin de la boîte, avant même qu'elle n'ait commencé, soit vous trouvez un moyen pour venir mettre en conformité, donc mettre ce fameux pictogramme sur toutes les chaussures. Donc on a fait des étiquettes, en plus, vraiment, comme on ferait les étiquettes pour des enfants, et on a sorti X plaquettes d'étiquettes, et alors c'était soit nous, on allait au port du Havre le faire nous-mêmes,
soit on payait à l'heure, et donc on les a payés à l'heure pour que sur chaque chaussure, ils viennent mettre cette fameuse étiquette. Ça nous a coûté, ça nous a pris du temps, mais de cette manière-là, on a pu éviter la destruction totale des marchandises. Je pense que si on fait la même chose aux États-Unis, très clairement, ils ne vont pas avoir le même niveau de compréhension. Donc, autant vous dire que nous, les sujets réglementaires à respecter avant d'entrer sur le territoire, c'est ultra important et il faut absolument qu'on les connaisse avant de produire, puisque ça se fait à la production. Et généralement, l'avantage, c'est que quand on travaille avec un distributeur, il a l'habitude d'importer, il connaît son marché et il peut quand même nous guider là-dessus. Mais c'est pas lui qui en prend la responsabilité. Là, c'est bien à nous de faire. Donc voilà, c'est ce genre de choses où nous, au-delà des conditions commerciales, de marge, etc., c'est ce genre de détails réglementaires sur le produit même et sur le packaging, l'étiquetage que nous devons absolument respecter. Dans la négo, j'avais une question, c'est de la pure curiosité. Il y a des différences de pratiques en fonction des pays, pour savoir si par exemple c'est dès le début, tu as un prix fixe et on l'applique toute l'année et on négocie l'année prochaine, ou alors il y a des pays, en fait, il y a des remises de fin d'année qui sont faites. Est-ce qu'il y a des différences d'approche, parce que ça fait partie des éléments à négocier? Ouais. Ça dépend des pays. Ouais, ça dépend des habitudes des pays, très clairement. Avec l'Allemagne, par exemple, on a, en gros, généralement, ce que demande un distributeur, c'est moi, je vais prendre le risque. Vous êtes nouveau sur le marché. Donc, quelle est votre participation à ce risque? Et donc, ils demandent, notamment au départ, des frais de participation aux frais commerciaux, marketing et autres. Donc, soit, et c'est la solution qu'on a prise avec l'Australie, ça va être des frais fixes, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire, je vais faire un salon B2B par saison, donc vous payez le prix du stand. Voilà, donc ça c'est négocié. À l'inverse, avec l'Allemagne, il prend tout à charge, mais par contre, à la fin, on lui reverse à la fin de l'année 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est une RFA, très clairement, mais sous l'appellation frais marketing. Bon, c'est une participation aux frais marketing, mais qui est basée sur le chiffre d'affaires. Sous-entendu, j'ai donné tant en frais marketing, ça m'a permis de faire tant de chiffre d'affaires, donc vous me rétrocédez 5% de ce chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en Allemagne, c'est pas ce qu'on fait en Australie, c'est sûrement pas ce qu'on fera aux États-Unis, c'est vraiment, ça dépend de chaque distributeur. Et idem sur la construction du prix. Avec l'Allemagne, on va partir de notre prix de vente final client. On prend un pourcentage et c'est le prix distributeur. Il n'y a pas 36 000 calculs, voilà, il y a un pourcentage du prix final, point. Si on augmente le prix final, le prix distributeur augmente en conséquence. À l'inverse, l'Australie, on est parti du prix wholesale, donc c'est-à-dire du prix où nous on vend au magasin. Et à ça, la personne est venue rajouter ses charges inhérentes, donc le transport, les douanes, voilà, elle a un tableau déjà fait, plus sa marge qui est elle aussi faite et qui n'était pas vraiment négociable. Et en gros, ça arrive sur à la fois le prix distributeur et le prix vente final. En fait, c'est ce qui fait qu'on a un prix de vente en Australie qui va être plus cher qu'en France. C'est qu'on rajoute un intermédiaire, mais sans pour autant partir d'un prix wholesale qui est plus bas. En fait, c'est un calcul en dedans qui est un peu particulier. Et nous, justement, quand je disais qu'on a fait les erreurs, c'était ça, c'est qu'on est arrivé en se disant, nous, notre prix vente, notre prix France, il est connu, on va faire à peu près plus 15% sur le marché. Bon, voilà, en 2-3 calculs, ça va être simple. Et non, en fait, je vais vous passer des détails, mais il y avait pas mal de calculs en dedans qui faisaient que on pouvait se retrouver à avoir des mauvaises surprises. En tout cas, c'est ce qui a fait qu'il y a eu différents allers-retours parce qu'il y a eu des incompréhensions, très clairement des incompréhensions, qui font perdre du temps et on a un peu l'impression pendant un temps de passer pour des amateurs. Donc, il faut faire attention, et maintenant on le sait, à bien connaître comment se calculent les prix, les marges, etc. avec leur propre façon de faire. Pas passer pour des amateurs et pour au final, c'est le risque de perdre un potentiel distributeur parce qu'ils disent oh là là, eux, ils connaissent rien, on va pas aller plus loin avec eux. Donc, c'est pas ce qui s'est passé heureusement, mais voilà, chaque marché, en tout cas nous dans notre secteur de la mode, a ses particularités et c'est à nous de bien les connaître avant toute négociation. Donc là, par exemple, notre commercial faisait à Los Angeles. C'est un peu un jeu de poker menteur parce qu'il y va, c'est le premier déplacement sur zone, on a les premiers rendez-vous, donc on veut prendre des infos.
et en même temps, ils vont nous en demander. Donc, c'est en dire, mais pas trop, pour essayer d'avoir les bonnes infos et se poser après, analyser, débriefer. OK, maintenant qu'on a ciblé un peu le truc, comment on y va? Alors, évidemment, on a fait un travail en amont, mais rien ne vaut un travail de terrain. Et c'est vraiment sur le travail de terrain et quand vous commencez vraiment à parler avec les partenaires locaux que là, vous vous rendez compte si vous êtes dans le vrai ou pas. Et donc, en fait, c'est y aller en transparence, mais sans trop en dire non plus, pour choper des infos et créer une vraie stratégie plutôt en un temps 2. Donc nous, on a un deuxième déplacement en septembre à New York, et c'est plus là où on va être en phase d'attaque que là, on est plus en phase d'étude de marché de terrain. En marge, nous, on est à 35%. Globalement, alors on est entre 30 et 35% pour les distributeurs. Si je prends vraiment tout ce que nous, on a pu voir et entendre, ça va de 30 à 45%. On a déjà vu du 45%, donc nous, c'est infaisable. Donc nous, voilà, notre limite, elle est à 30-35%. Et après, la négociation, elle va se jouer plus sur les RFA, les frais marketing, etc., dont je parlais tout à l'heure. Un distributeur qui nous demande plus que 35%, on peut difficilement y aller. Et généralement, quand même, c'est plutôt entre 30, 35, 30, 40. La seule exception à ça qu'on a pour l'instant connaissance, c'est les États-Unis, où là, ça peut monter un peu plus grand. Pourquoi? Parce qu'on en revient sur leurs calculs où ils disent, moi, j'ai ces frais-là qui sont non négociables que j'aurai toujours. C'est la logistique, c'est le côté douane, réglementaire, etc. Et ça, en fait, ça vient grimper le prix. Et quand c'est à leur charge, ils l'incluent dans leur marge. Donc ouais, nous, c'est voilà, 30-35% de marge pour le distributeur. Et des fois, ça peut s'envoler à plus. Et évidemment, comme toute relation commerciale, il y a aussi un enjeu de négo. Et sur plus le marché est gros, et plus ils sont en rapport de force. Après, tout dépend de l'entreprise. Nous, on est 10, on fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ils savent qu'on est une petite marque, une petite entreprise. C'est sûr que si demain, je sais pas, n'importe quoi, New Balance, ils sont déjà en Australie, mais s'ils se disent on va en Australie, forcément, le rapport de force ne va pas être le même non plus. Mais nous, en tout cas, on subit ça à chaque négociation parce qu'ils savent qu'on est petit, qu'on a beaucoup à y gagner et que nous, on leur vend quelque chose, mais qui forcément est hypothétique puisqu'on n'est pas connu sur leur marché. Donc, voilà. Mais on arrive déjà de base aussi avec notre connaissance des marges et autres, ce qu'on peut faire, ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et à un moment donné, voilà, on ne peut pas non plus vendre pour Peanuts au bout. On a quand même un travail en interne. Oui, nous, généralement, les distributeurs sont toujours multimarques. C'est rare d'avoir un distributeur qui est monomarque, encore moins, encore une fois, sur une marque comme la nôtre. Ou alors, je dis ça en plus, au Chili, c'en est un, c'est le cas. Mais l'exemple du Chili, en fait, pourquoi on a été au Chili, c'est qu'on a été certifié B Corp en 2020. B Corp nous ouvre à un réseau international du fait de cette labellisation. Et eux nous ont connus grâce à ça et ils souhaitaient se lancer dans la distribution. Ils ont aimé notre marque, nos valeurs, etc. Ils ont souhaité nous distribuer. Donc, on a été leur première marque en distribution. Mais parce qu'ils se lançaient là-dedans. Un distributeur déjà installé, normalement, il a déjà d'autres marques et le but, c'est qu'il vive sur plusieurs marques. Le Chili, c'était une opportunité, donc on y a été. Les États-Unis, on n'ira pas avec un novice. Les États-Unis, on ira avec quelqu'un qui a déjà plusieurs marques, qui connaît son marché et voire même qui a déjà des marques avec la même clientèle que la nôtre. Ça permet de gagner du temps et de ne pas se planter. Nickel. Nous, de notre côté, c'est très différent. Parce que on fait peu d'études de marché. On a plusieurs façons de prioriser, mais c'est soit on a priorisé parce qu'on maîtrisait déjà la langue, soit on priorise parce que c'est un besoin client. Aujourd'hui, on fait quasiment que sur du besoin client, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur un marché si on sait pas. Enfin, voilà, si on a déjà un client actuel qui est présent sur le marché, alors on ira s'il y a un besoin, sinon on a tendance à pas y aller. Et sur la partie comparateur, en fait, on fait très peu d'études. On évite juste les pays où justement on a des restrictions. Tant qu'on reste sur l'Europe, il y a pas mal de pays où il y a peu de restrictions, donc là on peut y aller parce que nous on n'a pas de présence locale.
Donc en fait, on part avec un nom de domaine, une traduction, des clients existants. En général, on se lance jamais, même sur les premiers pays sur lesquels on s'est lancé, on s'est jamais lancé sans client. Donc voilà, du coup, c'est étude de marché réduite au maximum. Mais par contre, on a aussi des attentes réduites au maximum. C'est-à-dire que concrètement, on peut se lancer sur un pays en ayant peu d'attentes. Voilà, on a peu de chances de perdre de l'argent en se lançant sur un pays parce que le travail qu'on a besoin de faire quand on a finalement juste un site à traduire et à trouver les clients qu'on a déjà, le travail il est assez réduit. Donc, du coup, on lance un marché même sur lequel il n'y a pas beaucoup de clients et on le développe en fonction de comment il réagit. Et par contre, la réaction du site sur le marché, elle dépend. On ne sait même pas trop de quoi elle dépend en fait, parce que notre dépendance au moteur de recherche, elle est énorme. Il y a des pays sur lesquels on lance des sites et ça marche bien. Des pays sur lesquels on les lance, ça fonctionne pas. Voilà. On ne cherche pas spécialement à creuser. Si le pays n'est pas un enjeu en lui-même, on va pas travailler plus dessus. On va plutôt essayer de travailler sur des pays sur lesquels on voit que il y a un fonctionnement sur lequel on a plus de potentiel. Puis c'est tout. Donc, du coup, on fait très peu. Par contre, juste, je vais pas en reparler, mais ce qui était souligné du coup sur la partie BPI, Team France Export, on fait beaucoup ça aussi. Donc ça, c'est vraiment des accompagnements qui sont bons. Donc, c'est juste la parenthèse pour qui fonctionne. Ouais, c'est important de le souligner parce que ça, c'est important. Ouais. Ben, en fait, on a quasiment que de l'Europe. Après, on a des choses aux États-Unis, mais en réalité, nous, on récupère pas de données personnelles. Donc, on peut avoir un peu de données personnelles sur la partie garage où on a de la visibilité sur les commandes qui sont passées. Donc, on peut voir ce qui est fait via nos partenaires. Mais sur la partie comparateur, en fait, on n'a aucune donnée personnelle. On a pris pas mal de choses. Donc, tout ce qui est tracking, etc., on a complètement enlevé Google Analytics, on a semi-anonymisé toutes nos IP. Enfin, on a déjà fait pas mal de choses qui fait que de toute façon, déjà, on récoltait rien. On récolte pas d'emails, etc. Et ensuite, le peu qu'on avait, on a pris soin de faire des choses. Donc, du coup, ouais, de ce côté-là, on est plutôt tranquille aussi. Et après, les messages, ouais, tout ce qui est message RGPD en Europe, il y a des solutions où tout est pré-traduit. Donc, voilà, on utilise tout ce qui est bannières pour les cookies, etc. Mais on a plutôt eu tendance à se dire non, on supprime. Enfin, si je reprends l'exemple de Google Analytics, j'en parlais tout à l'heure, où on a de la donnée, il y a beaucoup de choses. Sauf que je pense que 99% des gens ne savent pas utiliser Google Analytics. En fait, nous, on est passé sur d'autres outils. On travaille avec un outil qui s'appelle Matomo, qui est open source. On a nos anciens salariés, Ronan Chardonneux, qui a travaillé pour Matomo et qui est un peu la référence en France, voire en Europe sur Matomo. Si vous, à un moment vous cherchez des choses sur Matomo, vous tomberez à peu près que sur lui. Donc voilà, on travaille avec ces outils-là qui nous permettent justement de ne pas avoir de consentement, mais il y a plein de choses qu'on ne traque pas, mais finalement qu'on n'utilise pas, parce qu'on a tendance tous à vouloir beaucoup de données et on ne fait rien. D'un pays à l'autre, vous avez des différences de niveau de référencement. C'est parce que les pratiques des consommateurs varient. C'est tout, ça peut être la concurrence sur le marché déjà. On a des marchés sur lesquels on va se lancer où on va avoir quasiment aucun concurrent et d'autres où on va avoir plus. Il y a des marchés, je pense, où on maîtrise moins la langue. Donc, après, c'est plus compliqué pour nous d'adapter vite le site. Et puis, ouais, en fait, on sait pas trop l'expliquer parce que on va dire le fonctionnement du moteur de recherche est à peu près le même sur tous les marchés. Donc, en général, c'est ce qui nous prend aussi du temps, c'est que nous, dès qu'on fait une évolution sur un site, tout est fait maison et on a 5 développeurs en interne. Mais dès qu'on fait quelque chose, on va le déployer à l'international. Donc, en fait, une mise en prod, ça se traduit par potentiellement 15 mises en prod d'un coup, donc ça nous prend beaucoup de temps. Mais on va dire ce qu'on fait en bonne pratique pour que ça fonctionne bien sur les moteurs de recherche, ça fonctionne partout. Mais voilà, en fonction, comme je disais, de la concurrence, de la maturité du marché, des bonnes utilisations, des bons termes, etc. Ça change. Après, la popularité, elle joue évidemment, parce qu'il y a toute la partie netlinking. Il y a plein de choses qui font que ça peut fonctionner plus ou moins bien dans un marché. Et aussi, notre référencement dépend des produits qu'on a sur le comparateur. Donc, plus on a de clients, plus on a de produits, plus on a de pages et plus on a de chances d'être bien référencé finalement. Donc, sur des marchés qui sont plus petits où on a moins de clients, on peut aussi avoir moins de visibilité de ce fait-là. Voilà. Et après, on a des marchés. En gros, l'Europe fonctionne tous de la même façon sur le pneu. Donc, tous nos sites sont structurés pareil. Il n'y a que aux États-Unis où c'est un peu compliqué. On n'a pas cette notion de tout ce qui est sur les produits, les EAN, ils ont des équivalents, mais c'est pas la même chose. Les produits changent de nom.
Autant un pneu qui est vendu en Europe, voilà, on a le même pneu partout, qui a le même nom, les mêmes descriptions. Alors, ça peut changer après la façon de vous présenter le produit, mais globalement, si je le fais dans un pays en Europe, je peux le faire partout. Là où aux États-Unis, ça va changer, en Asie, ça va changer aussi. Voilà. Il n'y a que la Chine où on s'est un peu aventuré, mais finalement, on a mis de côté. On avait monté une joint venture avec un ancien stagiaire sur la Chine, et puis finalement, on a eu peu de temps pour développer le site. Et l'e-commerce là-bas est assez différent. C'est pas du tout les mêmes approches. On est beaucoup plus sur un système de marketplace avec, on a beaucoup plus besoin d'avoir confiance dans la marque, il y a beaucoup plus de contrefaçons. Donc, voilà, c'est pas comme en France où on va trouver, même si on a des leaders en marketplace, dans le pneu, finalement, les gens vont plus acheter leurs pneus chez Allopneu que chez Amazon, voilà, et chez des sites spécialisés ou des centres auto. Voilà, cette approche en Chine, elle est un peu différente. On a essayé des choses, mais sans trop, voilà, avec beaucoup d'autres choses, on a fini par se dire, OK, on laisse tomber pour le moment. Et on reviendra certainement vers la Chine sur d'autres projets, mais plutôt sur la partie lien avec les manufacturiers, données du pneu, où là, il y a des besoins forcément des deux côtés. Merci. Juste moi sur ce slide, avant qu'on passe à la suite, j'avais un petit point d'attention pour vous. On a parlé Incoterm, on parle aussi transfert de propriété. L'Incoterm ne règle pas la question du transfert de propriété, c'est un élément que vous devez gérer dans votre contrat. Et pourquoi je vous en parle, et c'est important, puisque en fonction de si vous êtes propriétaire ou pas des produits, vous pouvez avoir des stocks qui vous appartiennent dans un pays où vous n'êtes pas physiquement présent. Et si ces stocks-là restent selon une certaine durée sur place, vous pouvez avoir des obligations en matière d'immatriculation ou d'enregistrement à la TVA. Donc, pensez-y, si vous avez votre fournisseur qui vous dit pas de problème, je te vends Exwork, je garde tous les stocks, je te le transfère, mais je te les garde chez moi et puis tu viendras les chercher quand tu veux. Potentiellement, vous avez des stocks qui vous appartiennent, qui se font à l'étranger. Et lorsque vous allez vouloir les faire sortir de ce pays-là, vous allez devoir faire une sorte de vente à vous-même, un transfert des stocks qui va être soumis à la TVA, potentiellement en fonction de la réglementation. Même chose si vous avez des clients qui vous disent moi, je vais t'acheter sur l'année, je vais t'acheter 1000 paires de chaussures. Par contre, je vais te les acheter au fil de l'eau et je veux qu'elles soient disponibles de suite. Donc, vous dites, OK, 1000 paires de chaussures, il faut qu'elles soient disponibles tout de suite. Je ne vais pas les envoyer à chaque fois une par une quand il en aura besoin. Je vais prendre les 1000 paires et puis je vais les mettre dans un entrepôt pas très loin de chez lui. Comme ça, le temps de logistique sera réduit. Ça veut dire que vous avez des stocks qui vous appartiennent et qui sont de manière continue, présents dans un pays étranger, et ça va vous entraîner des obligations déclaratives au moment où le produit va sortir de France, pardon, et deuxièmement, des obligations déclaratives, et quand je dis déclaratives, potentiellement avec des paiements de taxes, lorsque vous allez faire la cession à votre client. Donc voilà, ça fait partie des éléments auxquels il faut penser sur ce sujet-là. Je te redonne la parole, Roland. C'est le carnet. Oui, le temps passe, nos invités sont passionnants et vraiment inspirants par voilà, ce qu'ils ont vécu déjà. Simplement, il y a, je pense, dans vos boîtes à outils, puisque quand on a fait la préparation de ce casse-croûte, il y a des choses qui sont revenues très vite. Vous l'avez dit tous les deux, nous, on a voulu tout de suite, en tout cas, on a assez vite, alors pas forcément, c'est pas forcément pour des raisons de protection d'innovation, mais on a déposé et on a protégé une marque pour se distinguer de la concurrence. Par ailleurs, c'est surtout le cœur du business model de Kevin, de Michael, c'est mon nom de domaine. Comme j'ai plusieurs sites et des sites miroirs, je dépose mes noms de domaine dans plusieurs pays et avec une gestion des noms de domaine très dynamique pour justement éviter de se faire troller. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et c'est des très bons réflexes que nos deux invités ont parce que protéger son innovation, protéger ses secrets d'affaires, protéger ses marques, noms de domaine, déjà, c'est valoriser son activité et même valoriser parce qu'on crée un actif qu'on peut ensuite inscrire au bilan, etc. Mais aussi, dans le cadre d'une négociation d'un contrat de distribution, c'est aussi valoriser son activité à l'égard de son partenaire. En local, je vous laisserai la parole là-dessus à Michael, qui vous dira, voilà, est-ce que le fait qu'il ait déposé Engo Shoes, alors après, avec quelle stratégie, mais est-ce que c'est un plus par rapport à un distributeur? Et puis ensuite, il
il y a la question des sites e-commerce. Qui porte la responsabilité des sites et qui gère l'administration, la tambouille interne de ces différents sites pour essayer justement d'avoir une uniformité de l'image et de la réputation et puis éviter d'avoir justement peut-être quelqu'un qui tire un peu la couverture à soi. Je sais que tant Mickaël que Kevin ont une petite anecdote à ce sujet. Alors, je ne sais pas lequel des deux veut commencer sur le... Non, moi juste, sur les noms de domaine, effectivement, nous on réserve beaucoup de noms de domaine. Je pense qu'on a 100 ou 200 noms de domaine. Et je vous conseille de les réserver assez vite. Voilà. Faut pas hésiter, ça coûte pas très cher un nom de domaine dans la plupart des pays. Il y a quelques exceptions près, donc il faut vite les réserver. On a eu des soucis qu'une seule fois, où on a eu une fois un concurrent qui a acheté un nom de domaine. Donc notre site en France s'appelle Kelpneu et on a quelqu'un qui s'est retrouvé à acheter notre kelpneu.com. On avait le nom de domaine kelpneu.com.fr avec tiret, sans tiret. Et la personne a acheté le nom de domaine kelpneu avec un s.fr et ensuite a fait de la publicité sur notre marque. Là, l'avantage, c'est qu'on avait depuis longtemps l'ancienneté, on avait un dépôt de marque Kelpneu. Du coup, on s'est fait accompagner par un avocat, on a fait une procédure applique et ça a été assez simple de récupérer le nom de domaine. Bon, si ce n'est que ça occupe un peu de temps, que ça coûte un peu d'argent. Mais voilà. Mais du coup, en tout cas, c'est un peu compliqué les noms de domaine. Moi, ma vision des choses, c'est qu'il vaut mieux mettre 10 € tous les ans dans un nom de domaine et le garder, même si on ne peut pas tous les anticiper. Là, pour le coup, la faute d'orthographe dans le nom de domaine, avec la pub par-dessus, on avait essayé déjà de cadrer les choses, mais bon, on ne pensait pas forcément que celui-là arriverait. Et voilà. Quand c'est loyal, on ne peut pas tout Ouais, là, en plus, on avait des mails de la personne pour dire j'ai fait exprès de le faire pour vous, donc ça c'était exprès pour la procédure. Notre avocate était très contente et elle a dit alors ça c'est super. Là, pour trouver la mauvaise foi, c'est génial. Donc on n'a pas eu de problème à récupérer, mais c'est toujours pénible, donc il vaut mieux faire assez rapidement. Si vous avez volonté à aller à l'international, moi je vois des marques qui sont connues et qui ne réservent pas leur .ch, leur .be, des marques, en tout cas sur des noms francophones. Après, c'est à voir si vous changez de nom ou pas, mais je me dis, mais ça va pas vous coûter cher. Donc déjà, les pays, il faut sécuriser votre nom de domaine. C'est tellement facile à défaut, en plus, parce qu'après, il faut pouvoir le récupérer. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir quelqu'un qui prendrait votre marque et qui en ferait quelque chose, bon, ça, c'est peut-être autre chose. Mais déjà, juste le fait que votre nom de domaine ait été réservé et que ce soit compliqué de le récupérer, même si rien n'en est fait, c'est un peu embêtant, quoi. Donc je pense que par rapport à ce que ça coûte, il vaut mieux là-dessus pas trop lésiner, réserver. Nous, sur chaque pays, on réserve le nom dans la langue, l'extension du pays, l'extension en .com. Et puis après, des fois, on a quelques variantes orthographiques. Mais ça nous évite quand même pas mal de problèmes après. Merci, Mickaël. Nous, sur la partie propriété intellectuelle, donc on est accompagné par des avocats spécialisés là-dedans. Et on a 3 sujets, la marque, le dessin et modèle, et en effet, les noms de domaine. Donc la marque, elle est déposée en France, en Union européenne et dans tous les pays où on va à l'export. Donc systématiquement, dès qu'on commence à parler avec un distributeur, on va déposer la marque, et donc ce qui va avec la marque, le logo, les particularités du logo, etc., dans le pays en question. Donc ça, c'est plus ou moins simple. Union européenne, France, Union européenne, c'est assez simple avec l'INPI pour la France. Dès que ça sort de l'Union européenne, ça dépend du pays en question. Ça peut être plus ou moins compliqué. Des fois, il faut passer par des avocats. Typiquement, le Chili, on a dû passer via notre distributeur qui est passé par un avocat au Chili pour faire le dépôt de marque depuis le Chili directement. Donc ça, voilà, je n'ai pas une connaissance sur tous les pays, mais ça joue. C'est déposé en votre nom. C'est déposé en notre nom. C'est déposé en notre nom, et vraiment au nom de la société d'ailleurs, non pas des dirigeants. Il faut bien que ce soit la marque appartienne à la société et non aux personnes physiques. Ça, c'est quelque chose d'important parce que si la personne physique part, elle peut potentiellement revendiquer le droit de la marque et donc la vendre derrière à la société. Il faut bien que ce soit la personne morale qui soit propriétaire de la marque. Donc ça, on le fait systématiquement. Les modèles, c'est pareil. Dès qu'on sort un nouveau modèle, on le dépose auprès d'un notaire, donc sous scellé. Il vient observer le modèle, il en prend un échantillon définitif, il le met sous scellé, et là, tant que personne ne nous copie, ça va. Le jour où quelqu'un nous copie, on ressort ça avec la date qui fait foi et qui permet d'aller au juridique, sachant que là-dessus, sur le dessin modèle, ce qui compte, c'est de prouver
la différence et non les ressemblances. Donc, faut montrer en quoi c'est différent et non en quoi l'autre vous a copié. Donc ça, on le fait systématiquement auprès d'un notaire, sachant qu'il y a un délai pour le faire. Il faut que ce soit, j'ai plus le délai en tête, mais il faut que ce soit X mois après la première commercialisation. Si vous attendez trop, vous ne pouvez plus derrière déposer un modèle, c'est trop tard. Donc il faut quand même le faire. Le mieux, c'est en amont, sinon c'est dès que vous commencez à commercialiser. Et le troisième chose, on parlait de ça, les noms de domaine. Du coup, en parlant avec Mickaël, je me suis rendu compte qu'on n'était pas bon là-dessus. Et que nous, pour le coup, là-dessus, on n'a pas de stratégie, je peux dire moins, on n'a pas de stratégie. Donc là, je me suis dit, OK, signe de devoir de vigilance, je vais regarder ça de plus près. Heureusement, on n'a pas eu de mauvaises surprises comme a pu avoir Mickaël. Mais nous, on va le déposer à chaque fois dans les pays où on va, l'extension pays. En Allemagne, on a le .de, en France, on a le .com, le .fr, etc. Mais si ça se trouve, demain, on va vouloir aller, je sais pas moi, en République tchèque, et en fait, c'est déjà pris, et aujourd'hui, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas proactif sur le sujet. Et là, en entendant Mickaël, je me dis qu'il faut clairement qu'on soit plus proactif sur les extensions pays, sur l'orthographe, tiret, pas tiret, etc. Parce que on voit bien, hein, ça peut avoir des conséquences plus graves que juste le prix que ça coûte. Donc ça, il faut vraiment qu'on le fasse. Et l'erreur qu'on a faite également sur ce sujet-là, sur notre premier contrat avec l'Allemagne, je disais tout à l'heure qu'on avait fait des erreurs, c'est qu'on a laissé le distributeur gérer le site internet.de. Donc c'est-à-dire que c'est lui, en son nom, qui a réservé l'hébergement, qui le paye. Et dans le contrat, c'est écrit qu'à la fin du contrat, il doit tout nous rétrocéder et on récupère évidemment tout. Sauf que là, c'est un peu comme un contrat de mariage, tout dépend comment on se sépare, quoi. Et le risque, c'est que si jamais ça se passe pas bien, on se sépare pas en bons termes, est-ce qu'il sera de bonne foi, est-ce qu'il voudra bien tout nous rétrocéder ou est-ce qu'il faudra passer par la case juridique pour tout récupérer? Donc maintenant, tous nos nouveaux contrats suite à ça, on est propriétaire du nom de domaine, c'est nous qui le réservons, qui le déposons et voilà. Et après, ils en ont l'exploitation, la gestion, mais uniquement la gestion et l'exploitation et c'est tout. Et c'est le petit distinguo qu'on n'a pas pensé au début par manque de conseils et manque d'expérience en la matière. Et aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences parce qu'on s'entend bien avec lui et que la relation continue, mais on sait qu'on a potentiellement ce risque-là qui plane au-dessus de nos têtes, même si c'est écrit dans le contrat. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut bien être propriétaire de ces noms de domaine, quitte à donner que la gestion, mais bien faire le distinguo entre les deux. Ouais. Sur la partie. Ouais, alors moi, deux petits sujets. Alors, on ne va pas redescendre tout ce qu'on a mis dans les slides. Je pense que vous avez le temps de le lire. C'est plus des points d'attention, il faut que vous y pensiez. J'étais plus sur le dernier point qui est prévoir vos conditions de transfert, de poursuite ou de cessation de la relation avec vos fournisseurs ou vos distributeurs. Parce que si demain, vous souhaitez internaliser, il ne faudrait pas que vous soyez bloqué par un contrat à durée indéterminée avec votre distributeur en Espagne qui en plus a l'exclusivité. Demain, vous souhaitez rentrer sur le territoire espagnol, vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Prendre en compte aussi, je ne sais pas, le changement de détention de votre distributeur. Votre distributeur, aujourd'hui, c'est un indépendant. Demain, il se fait racheter par un groupe qui a des valeurs qui ne sont peut-être pas les valeurs qui sont les vôtres. Et vous vous dites, mince, j'ai plus envie d'être distribué par ce distributeur-là. Si dans votre contrat, vous avez déjà prévu que si le distributeur devait voir un changement dans la composition de son capital, alors vous vous rencontreriez pour échanger sur les conditions de la poursuite du contrat, vous avez déjà un élément qui vous permet de mettre le pied dans la porte le jour où ça arrive et donc de pouvoir sortir de relations qui ne vous conviendraient plus. Voilà. Et on va redescendre ensuite. Donc, du coup, on a là, ouais, vas-y, excuse-moi. Un petit point.
pour aussi conclure sur cette première partie, l'idée c'est souvent les clients quand ils viennent nous voir, c'est ils nous disent voilà, moi je veux un contrat d'agent, je veux un contrat de distribution, je veux un contrat voilà. Ils ont déjà une idée préconçue du contrat, alors qu'en réalité le contrat est un outil, il va venir structurer et habiller la relation commerciale et toutes ces questions qu'on a évoquées ensemble lors de cette première heure, en réalité c'est tout, il va falloir répondre et cocher à toutes les cases avant de pouvoir même envisager un schéma contractuel et leur proposer des clauses. Donc en réalité, l'accompagnement qu'on peut proposer à quelqu'un qui veut partir à l'international, c'est déjà de remplir une espèce de mini questionnaire. Voilà, quels sont les points importants, quels sont les sujets logistiques, qu'est-ce que vous avez déjà protégé ou pas protégé dans le domaine marque, etc. Comment vous souhaitez fonctionner. Exclusivité, pas exclusivité, avec des remises de fin d'année, comment vous envisagez le négo tarifaire, voilà. Et toutes ces questions-là, il faut y répondre avant de pouvoir ensuite proposer, que ce soit un contrat d'apporteur d'affaires, un contrat de distributeur ou autre. Donc voilà, plaçons déjà le commercial, l'opérationnel au cœur du sujet, au cœur du débat, et ensuite l'habillage juridique vient et en fait découle assez rapidement des points d'attention qu'on a pu identifier. Voilà. Merci. Merci. Donc ça, c'était toute la partie où on se disait, bon, je fais de l'international, mais je le fais depuis la France. Et puis on sait que la deuxième étape, c'est peut-être de se dire, je ne vais pas tout faire depuis la France, et puis je vais aller me structurer, je vais être vraiment présent physiquement à l'international. Donc on vous a mis quelques petits points auxquels on pense qu'il est important que vous pensiez. C'est vraiment du retour d'expérience, hein, c'est pas juste l'avocat qui parle. On ne crée pas une filiale parce que ça sera plus simple si j'ai une filiale là-bas, je suis enregistrée localement et du coup, les sujets TVA, plus simple plutôt que d'avoir ma société française, et je vais rester sur l'Espagne, qui est immatriculée à la TVA en France et en Espagne. Bah, du coup, je crée une filiale en Espagne et puis j'ai une entité qui est autonome, c'est plus facile. Ou alors, parce que j'ai déjà entendu, oui, mais on l'a créé parce qu'en fait, on avait besoin de savoir quel était le chiffre d'affaires et la rentabilité de nos activités en Espagne. Et nos systèmes d'info ne nous permettent pas de le faire, donc on a créé une filiale parce que forcément, une filiale séparée, c'est une compta séparée. Bon, une filiale, c'est un outil juridique, mais c'est un support à une activité opérationnelle. S'il n'y a pas d'opération dans un pays, vous n'avez pas vocation à avoir une société qui fasse écran entre vous et vos clients. Après, ça peut être une demande de vos clients. Ça peut être une demande de vos clients qui dit « mais moi, je veux dealer uniquement avec une société locale », donc il faut réfléchir à comment on se constitue. Ça peut être une obligation qui est imposée par la législation. On en parlait, notamment la réglementation HADA qui vous dit que quand vous êtes une société et que vous venez dans un pays d'Afrique, un certain pays d'Afrique, pour faire des chantiers notamment, vous pouvez rester présent et faire des chantiers sans avoir de présence juridique locale pendant une durée qui est limitée. Au-delà de 2 ans, sujet à certains, enfin à chaque pays, généralement autour de 2 ans, ils vous expliquent, en fait, vous ne pouvez plus être présent de manière continue sans créer une société. Voilà, la création d'une société, ça répond vraiment, vous avez un besoin opérationnel qui a besoin d'être encadré dans une entité juridique distincte. C'est pas, on crée une société juste pour se dire administrativement, bon, ça me rajoute une couche de travail, mais ça m'en économise d'autres. Voilà, c'est vraiment le point. L'autre élément sur lequel on voulait attirer votre attention, le choix de la forme sociale et la définition du montant du capital. Là, on pense en jeu juridique, on pense en jeu financier, c'est super, je peux créer une SARL à 1 euro, c'est génial, ça ne me coûte rien de créer une société. Sauf que si demain, vous créez votre filiale, c'est une filiale de distribution et qu'elle a un capital de 1 euro, eh bien, on va se demander comment elle va financer son BFR. Parce qu'il va bien falloir qu'elle vous achète les produits avant de les revendre. Donc là, vous allez mettre en place des prêts intra-groupes qu'il va falloir rémunérer. Et potentiellement, si votre société elle est sous-capitalisée, vous n'allez pas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, le choix de la forme juridique et du capital, ce n'est pas juste... voilà, on ne va pas aller chercher au plus bas. Il faut que la capitalisation de la société réponde à votre besoin. Des fois, vous allez être contraint. On va vous dire, pour faire du business dans ce pays-là, en fait, il vous faut un partenaire local. Donc là, il va falloir bien choisir le partenaire local pour s'assurer qu'il ne part pas avec la caisse, mais aussi pour s'assurer qu'il soit vraiment un partenaire et qui vous aide à développer votre activité. Et enfin, les 2 derniers points, parce que je vois le temps qui défile,
Quand vous êtes un groupe de sociétés, pour savoir où est-ce que vous allez allouer les profits au sein du groupe, il va falloir regarder qui fait quoi dans le groupe. Et en fait, en fonction de l'autonomie que vous allez décider de laisser à vos filiales, vous allez devoir leur garantir un niveau de rémunération plus ou moins stable. Je prenais un exemple quand tu m'en parlais. Si demain, Kevin me dit bah, je vais aux États-Unis, je vais créer une filiale aux États-Unis, et puis fuseau horaire géré différent, puis le marché est différent, je ne le connais pas bien, donc en fait, je vais mettre aux États-Unis quelqu'un qui est hyper autonome, et c'est lui qui va décider toute la stratégie de distribution sur le marché. Par quel canal je passe? Est-ce que ma filiale vend directement au retailer? Est-ce que ma filiale fait du retail? Est-ce que je parle par un wholesaler qui revend un détail en derrière? Je vais le laisser faire parce que c'est son domaine. Et ben, dans ce cas-là, en fait, quand Ngo France vendra à Ngo US, il faudra qu'elle lui vende à peu près dans les mêmes conditions que quand Ngo France vend à son distributeur en Australie, qui ne fait pas partie du groupe. Par contre, si Kevin dit non, mais moi je veux garder la main là-dessus, les US c'est un marché qui est hyper important, donc en fait on va tout gérer depuis la France. Et là, je vais avoir des commerciaux en local, mais en fait les commerciaux en local, ils sont dans la filiale et ils vont faire que ce que je leur demande. Ils vont aller démarcher les canaux que je vais leur dire de démarcher et ils vont appliquer la politique tarifaire que je leur indique d'appliquer. Bah, à ce moment-là, comme c'est Ngo France qui prend les décisions stratégiques, c'est à Ngo France de supporter les conséquences de sa stratégie. Ce qui veut dire que si cette stratégie elle est mauvaise, eh bien, les pertes elles vont être en France et on va falloir qu'on laisse un minimum de profit aux États-Unis. Inversement, si la stratégie elle est très porteuse et qu'il y a des gros profits, bah, les États-Unis n'ont rien fait, pas fait grand-chose pour qu'elle soit porteuse cette stratégie, donc ils ont toujours ce petit bout de profit et tout le reste reviendra en France. L'idée, c'est de se dire que si on était allé avec un tiers et qu'on lui avait imposé la stratégie, il nous aurait dit « moi, je veux bien suivre ta stratégie, par contre, je ne veux pas être en perte. » Et vous lui avez répondu ben, « moi, je veux bien me garantir que tu ne seras pas en perte. Par contre, si la stratégie est bonne, c'est grâce à moi, donc tu n'auras pas beaucoup de profit. » Vraiment se dire, rester dans cette logique-là. Et l'autre élément, parce qu'on le voit souvent, c'est, et de plus en plus avec le Covid, c'est tous les sujets de mobilité internationale. Vous avez des salariés, on se dit, bah, tiens, c'est plus facile. Aujourd'hui, je peux embaucher n'importe où, je n'ai pas besoin que les gens soient présents. Donc, la personne, elle bosse en France, elle bosse en Espagne, elle bosse aux États-Unis, peut-être des questions de fuseau horaire, mais finalement, je peux bosser avec qui je veux, où je veux. Là, ça a des enjeux, parce qu'en fait, si vous employez des gens dans un pays qui n'est pas celui du siège de la société, vous risquez de vous créer une présence taxable dans le pays étranger. Donc, certes, c'est très bien, ça vous permet d'attirer des talents. Par contre, il faut savoir qu'en contrepartie, vous pouvez avoir des enjeux fiscaux, vous pouvez avoir aussi des enjeux fiscaux pour la société, fiscaux pour le salarié, parce que le salarié, il va bien devoir payer ses impôts. Moi, j'ai déjà vu un RH qui avait dit à toute sa force commerciale, non mais de toute façon, vous ne vivez pas en France, vous n'avez pas d'impôt à payer en France, vous ferez une petite attestation pour dire que vous passez plus de 183 jours à l'étranger. Il avait juste oublié de leur dire qu'il fallait qu'ils payent des impôts à l'étranger. Voilà, donc c'est pas quelque chose avec lequel on joue, entre guillemets, il faut le prendre en considération. On voit souvent avec les VIE qui ont un rôle commercial, ça peut avoir des enjeux assez forts pour les entreprises. Et si on voit le côté aussi côté intéressant, vous avez dans pas mal de pays, notamment en France, des incitatifs fiscaux pour les développements à l'international. Et notamment, vous pouvez avoir des conditions d'exonération d'impôt sur le revenu sur une partie des salaires qui sont versés aux personnes qui sont en charge du développement international en lien avec leur déplacement à l'international. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels on voulait partager. Il nous reste 1 minute. On restera pour les questions. Nous, après, s'il y en a qui doivent nous quitter, allez-y, n'hésitez pas. Juste quelques mots pour la conclusion. On a vu au cours de 7h30, en gros, que concrètement, avant de se lancer, ce qui était très important, c'était l'analyse du marché, pas du simple et du strict point de vue concurrentiel, analyse des forces en présence, mais également réglementaire, parce que en réalité, ça peut avoir un impact sur comment je vais produire, où est-ce que je vais produire, à quel prix je vais le vendre, à qui je vais pouvoir le vendre pour toucher, puisque c'est toujours ça le cœur du débat, pour toucher le consommateur, le
le client final. Et puis ensuite, cette analyse de marché, il faut la mettre à jour régulièrement parce que les conditions réglementaires peuvent évoluer. On a vu également que par rapport à la maturité, aux usages, aux perspectives de croissance, on pouvait avoir des choix, ça pouvait impacter nos choix contractuels, nos choix de schéma contractuel. Soit on se dit, voilà, c'est un marché très important, je veux être présent dessus, donc je vais passer par un intermédiaire, mais avec une durée déterminée pour pouvoir tester le marché et assez rapidement pouvoir m'y implanter. Soit je me dis, certes, c'est un marché important, mais il est compliqué parce que justement, barrière réglementaire à l'entrée. À ce moment-là, je vais plutôt choisir un schéma d'intermédiaire ou de distributeur. Le distributeur, le professionnel du négoce sur place, c'est mieux que moi, ou en tout cas, va m'apporter ce savoir-faire ou son expérience que je n'ai pas. Et je vais créer cette relation de confiance pour le laisser écouler le produit, vendre le produit, mais moi, je reste sur ce que je sais faire, produire un produit de qualité et proposer une expérience client de qualité. Autre réflexion qu'on a eue par rapport à tout ça, c'est éléments essentiels à contractualiser, à protéger, valoriser. Et puis enfin, cette appétence post-Covid à être dans un pays puis à travailler dans un autre. Attention, sujet en termes de mobilité internationale des salariés, sujet fiscal, social, à, là encore, évaluer, anticiper, mais aussi de manière assez régulière, revoir cette analyse pour éventuellement faire évoluer les comportements et les pratiques. Donc, on a un mantra qui peut résumer tout ça. Vous l'appliquez ou vous l'adapterez en fonction de votre propre projet. Mais notre mantra qu'on vous propose, qu'on vous soumet, c'est lancer son activité sans anticipation ni réévaluation régulière, c'est prendre un gros, plus ou moins gros, risque sans le savoir. Et ça, très clairement, pour avoir une clé de réussite, il faut éviter de tomber dans ce travers-là. Voilà. Sur la conclusion de notre journée, et puis un petit dernier slide pour attirer votre attention sur le fait que le barreau de Nantes organise le 23 novembre prochain une journée internationale pareil, où on va aborder la thématique du déploiement des équipes internationales. Alors, aborder donc ces problématiques sur toute une journée, de manière un peu plus, on va dire, complète et exhaustive qu'on a pu le faire dans cette heure et demie. Donc là, on a abordé pas mal de problématiques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si les thématiques internationales vous concernent, vous avez encore des questions à approfondir, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre les réseaux sociaux et le site de l'Ordre du Barreau de Nantes pour savoir quelles sont les modalités d'inscription et avoir un programme plus détaillé de cette journée. On espère vous y retrouver, en tout cas avoir l'occasion d'échanger sur ces problématiques internationales. J'espère que vous avez pris autant de plaisir, en tout cas que ça vous a servi autant que nous de préparer ce casse-croûte. Et donc, je l'espère, au 23 novembre. Merci à tous. On a des questions ou pas? Non, il n'y a pas de questions. Okay. Merci. Merci. Au revoir.